Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre journal de ce mercredi 25 septembre. Voici les informations que nous allons développer. Un missile balistique intercontinental a été tiré par la Chine depuis l'île de Hainan vers les eaux internationales du Pacifique, non loin de la ZEE polynésienne. Le tir était sans danger d'après les autorités chinoises. La France en a eu connaissance mais n'a pas commenté cette manœuvre. 23 morts déjà sur les routes du Fénois depuis le début de l'année. 75% de ces décès sont liés à une consommation d'alcool ou de produits stupéfiants. Nous ferons le point sur la prévention et les dispositifs mis en place pour les délinquants de la route. La foire agricole ouvre ses portes demain à Otumaoro et ce soir on vous propose le portrait de producteurs de lait de coco implantés à Raiatea. Ils vont participer pour la première fois à l'événement. Nous allons parler de la foire agricole, rendez-vous incontournable pour le paysage agricole et horticole du Fénois avec le président de la CAPL, Thomas Moutam, est notre invité. Elle vient tout juste de débuter le chant lyrique et décroche sa place pour la finale nationale du concours des voix des Outre-mer. Mitsuru Kato a remporté hier soir le concours polynésien devant un public conquis. Merci d'être avec nous. La Chine a annoncé avoir effectué cette nuit dans le Pacifique un essai de missile balistique intercontinental. Un missile qui peut donc traverser un océan, mais d'après la version officielle de la Chine, il ne transportait qu'une ogive factice d'entraînement. L'engin a été tiré depuis l'île de Hainan et serait tombé près de la ZEE polynésienne. De quoi faire réagir les autorités locales dans un contexte géopolitique tendu. Caroline Fari, Mirko Vanfou. Le missile factice tiré de l'île de Hainan aurait atterri à 700 km de Nukuhiva et 875 km de Bora Bora. L'annonce a été faite via le ministère chinois de la Défense qui communique rarement sur ce type d'événement, d'où l'inquiétude des élus polynésiens. La question de fond, pour moi, c'est est-ce que l'État français a été averti au préalable de cette manœuvre et j'aurais préféré, en tant que président de la Polynésie, d'être averti avant que le tir ait lieu. Je compte réagir, bien entendu, à Paris, auprès du gouvernement de la République et puis auprès du président du Sénat, pour que nous ayons davantage d'explications sur les raisons de cet essai, car c'est un essai. La portée de ce message, s'il y a un message, et surtout quelles sont éventuellement les mesures prises par la République, par le gouvernement de la République, à la fois pour éclaircir la situation et puis pour protéger les populations polynésiennes. De son côté, le ministère chinois de la Défense temporise. Ce tir d'essai fait partie de notre plan d'entraînement annuel. Il est conforme au droit et aux pratiques internationales et n'est pas dirigé contre un pays ou une cible en particulier. Mais le contexte géopolitique tendu par les rivalités sino-américaines dans le Pacifique interpelle. Là, c'est vrai que c'est peut-être la première fois que la Chine met en place une opération balistique aussi loin de ses frontières. C'est vrai. Mais on sait très bien que dans cette compétition, on va dire géostratégique, il ne faut pas s'étonner qu'on se retrouve avec une opération de ce type. Hasard du calendrier, la République populaire de Chine célèbre aujourd'hui ses 75 ans. Difficile de ne pas s'interroger sur ses intentions. Un avertissement en filigrane vers les États-Unis. Les pays de la région réclament en tout cas des explications. Prudentes, les autorités françaises basées en Polynésie attendent le feu vert de l'Élysée pour réagir. Une information judiciaire pour homicide volontaire a été ouverte par la procureure de la République dans le cadre de la découverte du corps sans vie du jeune adolescent au pied de la falaise de Marina le 16 septembre dernier. 2 suspects ont été interpellés. Il s'agit de 2 frères mineurs âgés de 15 et 17 ans. Ils ont été présentés à un juge d'instruction cet après-midi et pourraient être mis en examen demain. Les routes polynésiennes ont fait 23 morts depuis le début de l'année. 75% de ces accidents mortels sont liés à l'alcool et aux stupéfiants. Pour les délinquants de la route, la récidive est aussi un problème et la formation auprès de la direction de la prévention routière peut être une solution pour être sensibilisés, même si les mauvais comportements sont difficiles à changer. Chiquita Teiva, Patrick Tsinsing. Je me suis fait prendre 3 fois. J'ai déjà passé au tribunal et là c'est la 3e fois.
Ils sont une dizaine de récidivistes à passer devant le juge ce mercredi pour défaut de permis, conduite en état d'ivresse ou conduite en ayant fait usage de stupéfiants. Des comportements qui ont coûté la vie à 23 personnes depuis janvier. Si les délits routiers initiaux sont traités en composition pénale par un procureur, la récidive, elle, est sévèrement punie. Les gens qui ne comprennent pas et qui récidivent après la composition pénale, eh bien, ça monte d'un cran. Quand on récidive, c'est beaucoup moins raisonnable et c'est beaucoup plus cher, et on arrive à des amendes à 100 000, on arrive avec de la prison avec sursis, des stages, etc., etc. Le bilan 2023 des infractions routières fait état de plus de 2000 défauts de permis et de plus de 2200 conduites en état d'ivresse ou en ayant consommé des drogues. Malgré les contrôles routiers des forces de l'ordre, les chiffres ont du mal à baisser. Entre les roues d'un véhicule et la route, il n'y a pas que de l'air ou du caoutchouc, il y a un cerveau humain. Alors nous, on est là pour apprendre aux gens à bien s'en servir ou leur rafraîchir la mémoire, mais quand on refuse de se servir de son cerveau correctement, on arrive au bilan qu'on a tous les ans. Maintenant, on a du mal à faire baisser les chiffres. Il faut faire plus, mais on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque automobiliste. 25 ans que l'association La Prévention Routière mise sur la formation des primo-délinquants. Dans ces stages, on met réellement en évidence les faiblesses de l'être humain sur la route. Et ça marche. En 2023, sur plus de 1700 stagiaires, une dizaine seulement a récidivé. Je pense que ça va aider les jeunes, ça, franchement. Sur les routes, il y a beaucoup trop de laisser-aller. Sur le niveau alcoolémique, de respecter vraiment le taux d'alcoolémie, oui. Et la route, ce n'est pas un jeu. C'est pour notre vie à nous et nos prochains. Si la répression ne marche pas toujours, force est de constater que les piqûres de rappel réalisées par l'Association pour la prévention routière portent bel et bien ses fruits. Ce soir, après ce journal, retrouvez l'émission Première Ligne, votre émission d'échange et de débat. Vous voyez la mise en place du plateau et du filage technique. Lucille Guichet et ses 4 invités parleront de la santé à quel prix, alors que la santé de la population polynésienne continue de se dégrader et que le système se tend un peu plus chaque jour. Lucille Guichet, bonsoir. Que nous réserve l'émission? Bien, vous venez de le dire, la santé de la population se dégrade. 75% des adultes sont en surpoids, une personne sur 4 est diabétique et la consommation d'alcool a doublé en 10 ans. Ça, c'est pour le constat. Et de l'autre côté, les programmes de prévention sont inefficaces et inexistants. La Cour territoriale des comptes vient encore de le relever. Il y a une pénurie de personnel soignant. L'hôpital du Taoné est en constante tension. Tension également sur les carnets rouges, longue maladie réduits par la CPS, la protection sociale généralisée à réformer. Bref, c'est tout un système qui est au bord de l'implosion. Aujourd'hui, quel prix sommes-nous prêts à mettre individuellement dans la santé, mais aussi collectivement au niveau des décideurs publics? En plateau, pour ouvrir la discussion, l'écrivain et anthropologue Simone Grand, qui a écrit un ouvrage sur les Tahua, Yves Doudout, membre fondateur de l'association Haururu, qui milite pour la médecine intégrative. Également le docteur Philippe Biarrez, consultant et formateur en santé, ancien directeur de la santé publique. Et Mireille Duval, de la Fédération des interprofessionnels des services de santé et membre du conseil d'administration de l'hôpital. La CPS n'a pas donné suite à notre invitation. Rendez-vous donc tout à l'heure, après le journal, en direct pour une heure de discussion sur des questions qui finalement nous concernent tous. Merci beaucoup, Lucille Guichet. La foire agricole ouvre ses portes demain à Otumoro. Et parmi les nouveaux exposants, on pourra retrouver Heifara et Tahia, les 2 gérants d'une société implantée à Ayatea qui produit et vend du lait de coco. Leur histoire avec Hitimanaki. À peine le soleil levé que l'équipe Tchoti Tarua est déjà en action. À raison de 3 fois par semaine, ces 4 jeunes viennent travailler. L'objectif journalier, 400 cocos à casser, râper puis presser pour obtenir 50 litres de lait de coco par production, soit un minimum de 150 litres de lait de coco par semaine. On est 5 à la production. Parce qu'on a plein de choses à faire. Il n'y a pas le choix, hein, voilà. Donc on fait quand même, hein, voilà. Ça permet d'aller plus vite. Hein. Et voilà, comme ça, c'est plus rapidement au magasin aussi après.
Après 3 ans de réflexion sur l'idée, ils ont décidé cette année de participer à la 38e édition de la foire agricole. Leur spécialité, le coco, lait de coco, bonbons coco, peretto ou encore de l'ice cream. On fait aussi du mitihoué, on fait des huiles de coco vierge, on fait des bananes séchées, on fait de l'huile de tamanou. Et en fait, tout ce qui sort du Fahapou, on le transforme. On essaye de travailler tous nos produits du Fénois, c'est tellement riche et c'est passionnant. Oui, mais voilà, un déplacement comme celui-ci est une grosse organisation. Préparation des produits, mise en bouteille et surtout le transport. À Rayatia, ils sont équipés en chambre froide pour faciliter l'acheminement des produits vers la capitale. Comptez 40 francs le kilo pour un stockage en chambre négative et 30 francs le kilo en chambre positive. C'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs années. On s'est spécialisé dans le coco tout simplement parce qu'on est tombé amoureux du coco. Et là, avec tout ce qu'on peut faire, on a aussi, on a des ruches, donc on a du miel aussi. Du coup, on a des chèvres, des lapins, des poules pondeuses. Et c'était tout un univers. Et en fait, c'est comme si tout se mettait en place parce que chaque chose que l'on fait dans le Fahapou, ça sert pour tout en fait. C'est comme vraiment, c'est magique, c'est magique. Choti Tarua, plus qu'une entreprise familiale, c'est un concept, une vision qu'ils essayent de partager autour d'eux à travers leurs différents produits issus de l'agrotransformation. Et Farah et Tahia vont donc participer à la 38e édition de la foire agricole. Avec nous en plateau pour en parler, le président de la CAPL, Thomas Moutam. Bonsoir. Bonsoir, Morki. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de parler aussi de la célébration des 140 ans d'existence de la Chambre, on va d'abord parler de cette foire agricole. Le thème cette année, ce sont les secrets horticoles. Est-ce que ça veut dire que l'on aura plus de plantes, plus de fleurs et donc plus de choix? Peu importe, l'essentiel c'est d'ouvrir cette foire agricole et je voulais féliciter toute l'association Hitinirao avec tous les participants de Tahiti et des archipels. Le secret de cette foire agricole, le thème c'est pour les plantes ornementales, c'est qu'il y a plusieurs variétés. Donc, plusieurs variétés de plantes et tu as plusieurs utilisations de ces plantes. Premièrement, par exemple, sur l'alimentation, tu peux utiliser certaines plantes en plantes comestibles. Concernant les épices, la menthe, le basilic et des poulpiers. En tout cas, une grosse note donnée aux fleurs, à l'horticulture, plus que les années précédentes. Exact, c'est le thème cette année, plus sur les plantes médicinales, sur l'artisanat. Donc, quand c'est la période des fêtes, nous utilisons les différentes plantes, le feuillage pour orner sur les manifestations. Thomas Moutam, vous êtes président de la CAPL depuis 2021. La Chambre donc, célèbre ses 140 ans. Vous êtes à votre deuxième partie de mandat, un mandat qui dure 5 ans. Est-ce qu'on peut dresser un pré-bilan de ce que vous avez fait, des actions que vous avez menées, concrétisées et dont vous êtes satisfait? L'objectif pour nous, c'est de valoriser ce secteur primaire. Dans les archipels, par exemple, depuis que j'ai pris la Chambre de l'agriculture depuis 2 ans, quand je prends les archipels, chaque agriculteur se débrouille eux-mêmes pour pouvoir alimenter leurs produits, pour la transformation, donc vendre sur l'île de Tahiti. Et nous avons mis en place une politique agricole, c'est de récupérer tous les produits à chaque arrivage des goélettes, des îles sur le vent, des Australes, des Marquises, des archipels, qu'on puisse les accompagner. Deuxièmement, la vision que la Chambre voulait mener, c'est dans comment utiliser cette transition alimentaire sur la Polynésie française. En tant qu'état-major de la commune, j'ai fait cette petite expérience dans ma commune. Moi, je vous dis, on peut arriver. Le seul moyen, il faut transformer nos produits agricoles. C'est spécifique à chaque archipel et on va parler justement d'agrotransformation. On l'a vu, le problème des carottes, justement, c'était l'actualité d'hier. Ça manque d'ateliers de transformation. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, équiper davantage les coopératives à ce moment-là? J'étais un peu outré quand j'ai vu qu'on a parlé des carottes hier soir. Ouais, c'est pas un problème nouveau. Il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, on était à Tupoué. Et donc, pour le SPCPF, le Congrès des maires. Au Congrès des maires. Et on a profité de faire visiter 2 exploitations chez les agriculteurs. Et c'est là que les maires ont découvert l'importance de cette production. Donc, ils ont été sélectionnés. Mais la plus grande partie, plus de 10-15% de ces carottes, déformées, cassées, donc
n'est pas présentable sur le marché sans jeter. Pourquoi? L'année dernière, nous nous sommes déplacés avec Fatrihou. Donc on a fait une réunion avec la coopérative, avec les agriculteurs, et on a confirmé que cette année, il y aura cet atelier de transformation parce que nous, la Chambre d'agriculture, nous avons doté plus de 17 millions de matériel sur comment il faut transformer l'épluché, le surgelé, le congelé. Depuis l'année dernière, Fatrihou a donné les conseils. Mais je ne suis pas là pour accuser les services, ce sont mes collègues. Mais rien n'a été fait. La semaine dernière, nous sommes déplacés. Il y a déjà le hangar déjà construit depuis X temps. Il suffit d'aménager à l'intérieur. Et c'est ça ce que j'ai mal au cœur, c'est que tous ces gaspillages au détriment de nos agriculteurs, ils ont travaillé, ils ont sué sur le champ, au soleil, sous la pluie. Et voilà le résultat. Normalement, doit être construit pour cette année d'ici. On l'a entendu justement hier soir. Justement, ça va être lancé. Merci beaucoup. Mais c'est dommage d'attendre un an. Tu vois, c'est dommage au détriment de ces agriculteurs. On l'aura compris. En tout cas, il faudrait plus d'ateliers de transformation et à retenir aussi l'ouverture de la foire agricole demain pour une fermeture le 6 octobre. Merci beaucoup. Thomas Moutam, président de la CAPL, qui fête d'ailleurs ses 140 ans cette année. L'Union du sport scolaire fait aussi la promotion des Tuaroma Ohi. La première journée consacrée au sport traditionnel a été organisée aujourd'hui au Parc Veirei. Des élèves de 7 collèges et de 3 lycées ont participé aux initiations de levée de pierre, de courses de porteurs de fruits ou encore d'échasses. François Derbecourt, le directeur de l'USSP, nous en dit plus sur les objectifs à moyen terme. Il est au micro de Jérôme Lee. Le but, c'est évidemment de promouvoir ces jeux. On fait un travail commun avec la fédération des Tuaroma Ohi, avec l'idée, au final, d'arriver à faire des rencontres plus régulières avec, au bout du compte, un chemin de qualification qui nous emmènerait sur des rencontres à travers l'ensemble du triangle polynésien. Mitsuru Kato a remporté hier soir la finale du concours La Voix des Outre-mer. La candidate, originaire de Rimatara, a été choisie par le jury alors qu'elle vient tout juste de s'initier au chant lyrique. Nicolas Suer et Mirko Vanfo étaient dans le public pour assister aux prestations des 5 candidats retenus dans cette finale. Prends garde à toi, c'est avec ce chant de l'opéra de Carmen que Mitsuru Kato a charmé le jury et fait pencher la balance en sa faveur. Ça a été la manière dont elle a interprété ses personnages, la sensibilité dont elle a fait preuve, l'émotion qui sortait d'elle à chaque instant. Comme une sorte de grande vérité, un grand frisson, on ne pouvait pas résister. Même si nous avions tous des préférences avant, même s'il y avait des candidats extrêmement talentueux, elle a emporté nos cœurs. Le public a été conquis par l'ensemble des prestations de la soirée. C'était très intéressant, très agréable à voir et à écouter. C'était magnifique, vraiment, ils ont assuré, parce que c'est pas évident, surtout pour certains c'était la première fois, au top. Toute leur âme, toute leur trip. C'est ça qui est beau, c'est qu'ils ont su laisser leur stress en coulisses et depuis quelques jours on travaille justement comment gérer un stress, comment faire plaisir au public et comment simplement partager. Première nommée. Prends garde à toi. Mais la plus heureuse, c'est bien la gagnante du concours. On est cours avec Peterson Coleman au conservatoire artistique de la Polynésie française. Là, on a vraiment bossé, on va dire 3 mois à fond. J'ai été portée, transportée. Vous m'avez déjà envoyé sur la Tour Eiffel. Mitsuru Kato s'envolera donc le 8 janvier pour représenter la Polynésie française lors de la grande finale à l'Opéra de Paris. 2 informations principales à retenir ce soir. D'abord, ce missile chinois tiré depuis l'île de Hainan et qui a atterri non loin de la ZEE polynésienne. D'après la version officielle chinoise, il s'agissait d'un essai de missile balistique intercontinental qui transportait une ogive factice d'entraînement. D'après le Haut-Commissariat, les autorités chinoises avaient préalablement notifié cet essai à leurs homologues françaises qui ne manqueront pas de faire connaître le moment venu leur position sur ce tir. Et puis, du nouveau dans l'affaire
l'extraire du corps sans vie de l'adolescent découvert il y a 10 jours à Mahina. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet pour homicide volontaire. 2 suspects, 2 frères âgés de 15 et 17 ans ont été interpellés et présentés à un juge d'instruction. Les 2 mineurs pourraient être mis en examen dans les prochaines heures. À la une de Tahiti Info, demain, jeudi, faute d'aide, Air Moana ferme le 30 septembre. Le PDG d'Air Moana a adressé un courrier au gouvernement. L'invité café demain matin sera Adélaïde Tamaku, responsable du bureau du programme santé à la direction de la santé. Elle viendra nous parler de la journée mondiale de la contraception prévue ce jeudi. Juste après ce journal, retrouvez votre émission Première ligne. On se quitte sur des images de l'exposition de poterie de Miriama Prokop du côté de Pirée. Passez une excellente soirée, à demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet